me suis teint les cheveux en rouge. Ça fait rouge foncé. Je sais pas si vous le voyez bien. Ça se voit au soleil. Bon, alors, les amis, aujourd'hui, c'est savoir insolite. Alors, détendez-vous, installez-vous là où vous vous sentez le mieux. Et moi, je vais commencer tout de suite la lecture. Alors, pourquoi nos doigts n'ont-ils pas tous la même taille? En regardant attentivement vos mains, vous vous êtes peut-être déjà demandé pourquoi vos doigts n'avaient pas tous la même taille. Et même si c'est la première fois que vous vous posez cette question, on vous propose une réponse. Les doigts de la main se forment in utero dès les premières semaines de vie. Vers 4 semaines, alors que nous ne sommes que de petits fœtus, les orteils et les bras commencent à bourgeonner. Vers 6 semaines, 5 arêtes composées de cartilage commencent à se former. Et c'est vers 7 semaines que les doigts ainsi que les orteils commencent à vraiment être sculptés. Ce phénomène est dû à 3 molécules qui interagissent entre elles pour nous permettre de naître avec des doigts capables d'attraper et de manipuler des objets. Ces 3 molécules sont les suivantes: BMP, SOX9 et WNT. Mais explique-t-elle pourquoi nos doigts n'ont pas tous la même taille? Index et annulaire, quels sont les noms des 5 doigts de la main? Avant de savoir pourquoi tous nos doigts ne sont pas tous de la même taille, il est important de savoir les nommer et les différencier. Notre main est en effet composée de 5 doigts, ayant chacun un rôle. Le pouce est par exemple indispensable pour saisir des objets. Juste à côté du pouce se trouve l'index. À côté de l'index se trouve le majeur, également appelé médius. Il s'agit du doigt le plus long de la main et celui utilisé pour faire un doigt d'honneur. Non, je vais pas vous en faire un. Après le majeur se trouve l'annulaire et qui est celui qui porte traditionnellement l'anneau ou l'alliance. Et enfin l'auriculaire, le seul assez petit pour être introduit dans l'oreille, d'où son nom. Il permet également de stabiliser la prise d'un objet. Pourquoi nos doigts n'ont-ils pas tous la même taille? Selon les scientifiques, la forme actuelle de la main humaine est le résultat de mutations très anciennes. Grâce à des doigts de longueur différente et à un pouce opposable, nos ancêtres ont pu fabriquer et manier des outils, ce qui leur a permis de chasser, de cueillir, de fabriquer et donc de survivre. D'autres espèces ont également une main assez ressemblante à la nôtre avec un pouce opposable.
C'est le cas des gorilles qui ont toutefois, hormis le pouce, les 4 autres doigts exactement de la même taille. Une particularité qui ne leur permet pas d'avoir la même précision que les humains lorsqu'il s'agit de manipuler des objets. La longueur des doigts peut-elle révéler des traits de personnalité ? De nombreuses idées reçues circulent au sujet de la taille des doigts qui pourraient révéler des traits de notre personnalité ou la taille de certains attributs masculins. Des études ont tenté de relier la longueur des doigts à la personnalité, mais aussi aux performances sportives, au penchant pour l'alcool ou même à l'orientation sexuelle. Pour expliquer ces relations, ces études s'appuient sur le ratio 2D-4D, à savoir la différence de longueur entre l'index et l'annulaire. Selon ces théories, plus l'annulaire est long, plus le fœtus aurait été exposé à la testostérone dans l'utérus. Certains résultats associent ainsi un long annulaire à de meilleures performances physiques, d'autres à une plus grande propension à la compétitivité, pas du tout, à la compétition ou à l'agressivité. Toutefois, aucune de ces théories n'a été validée par la science. Je suis dubitative. Alors, ensuite, pourquoi la lettre J désigne-t-elle le valet dans un jeu de cartes ? Dans un jeu de cartes, les figures sont désignées internationalement par des lettres spécifiques. K pour le roi, Q pour la dame et J pour le valet. Si les lettres K et Q désignent respectivement King and Queen en anglais, quelle est la signification de la lettre J ? Dans les jeux français, le roi est désigné par la lettre R, la dame par le D et le valet par le V. Parmi les 3 figures, le valet est la carte la plus faible. Il surpasse néanmoins toutes les cartes numériques du 2 au 10. Le dessin du valet représente souvent un jeune homme de profil, avec un objet symbolique entre les mains et des vêtements de même couleur que le roi et la dame. La carte du valet a plusieurs équivalents à l'étranger. Par exemple, elle devient Tani Naïb dans le monde arabo-musulman, ce qui désigne un soldat d'infanterie. Valet en anglais, pourquoi la lettre J représente-t-elle la carte du valet ? Dans les jeux de cartes anglo-saxons, la carte du valet est représentée par la lettre J qui signifie Jack. Au départ, elle devait s'appeler Knave. Ce nom signifie serviteur, fripon ou encore écuyer en anglais. La carte Knave fut alors raccourcie en KN. Toutefois, ce nom posait un problème. Les joueurs confondaient souvent les lettres KN avec la lettre K qui désigne le roi. Comme ces personnages n'avaient pas la même valeur, les fabricants de cartes ont décidé de changer le nom du valet. Ils ont alors choisi Jack, abrégé en J. Jack était un surnom populaire pour désigner un homme du peuple. Ce changement de nom s'est imposé en Amérique du Nord dans la seconde moitié du XIXe siècle. Le nom valet a été conservé dans les jeux français. Pourquoi appelle-t-on la carte du valet ainsi en français ? Dans les premières cartes de jeu en Europe à la fin du
XIVe siècle, le valet s'appelait serviteur ou page. Ce nom a été remplacé en France par valet, un terme censé être plus représentatif de la hiérarchie féodale. Le valet est un personnage à mi-chemin entre la noblesse et le peuple. C'est un écuyer au service d'un seigneur. La carte du valet est symbolisée par la lettre V dans les jeux français. L'origine du mot valet provient du latin vaselitus, qui a donné vassal en français. Bien qu'il soit inférieur au roi et à la reine, le valet n'est pas un simple domestique. L'usage de la carte du valet peut être décisif dans certains jeux de cartes. Roi de carreau, dame de pique, valet de trèfle, quels sont les noms des figures dans un jeu de cartes? Dans la seconde moitié du XVe siècle, les fabricants de cartes ont attribué des noms de personnages célèbres aux figures. Le valet de cœur fut Étienne de Vignoles, compagnon d'armes de Jeanne d'Arc. Le valet de pique fut Ogier, l'un des 12 pères de Charlemagne. Le valet de carreau fut Hector de Gaillard, grand maître au service de Charles VII et Louis XI, et l'un des 9 preux. Le valet de trèfle fut Lancelot. Les héroïnes bibliques Judith et Rachel furent la dame de cœur et la dame de carreau. La dame de pique fut Pallas, autre nom d'Athéna. La dame de trèfle fut Argine, anagramme de Regina, reine en latin. Jules César, David, Alexandre le Grand et Charlemagne furent respectivement les rois de carreau, rois de pique, rois de trèfle et rois de cœur. Ensuite, partons dans les centres commerciaux. Élysée 2, Vélizy 2, Parly 2. Pourquoi le nom de tant de centres commerciaux se termine par 2? Élysée 2, Vélizy 2, Parly 2. Ces centres commerciaux à succès partagent un point commun étrange. 1, 2. Final qui intrigue. Simple hasard? Absolument pas. Ce choix cache une logique bien précise entre stratégie immobilière, urbanisme et marketing. Décryptage d'une bizarrerie bien française. Pourquoi tant de centres commerciaux arborent-ils fièrement 1, 2 dans leur nom? Vous vous êtes peut-être déjà posé la question en flânant dans les allées de Parly 2 ou en consultant un panneau de sortie vers Vélizy 2, Élysée 2, Rosny 2, Parly 2, Bobigny 2, Bercy 2, Italie 2 ou encore Ulysse 2. Autant de centres commerciaux franciliens affichant 1, 2 dans leur nom. Sur la route de Toulouse ou du côté de Villeneuve-d'Ascq, on retrouve aussi V2, BAB2 ou Labège 2. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, il ne s'agit ni d'une suite logique, ni d'une version améliorée d'un lieu existant. Derrière cette appellation se cache une histoire de planification urbaine, de lotissement et de stratégie foncière issue des 30 Glorieuses. À l'époque, ces grands centres étaient construits sur des zones résidentielles baptisées secteur 1, secteur 2, etc. Et parfois, le nom du centre commercial a simplement repris celui du quartier, sans en changer un chiffre.
Entre héritage administratif et coup de génie marketing, le 2 n'est pas là par hasard. Petite plongée dans les coulisses d'un nom qui en dit long sur les mutations de la France périurbaine. Shopping, découvrez quel a été le tout premier centre commercial français. Le concept de centre commercial n'est pas une invention française, mais une idée importée des États-Unis. Le tout premier centre commercial américain, le Lakeview Store, a vu le jour en 1916. Séduit par ce modèle, le Français Robert de Balkany a décidé d'en reprendre le principe pour l'introduire en France. Son objectif, concevoir une galerie couverte rassemblant plusieurs commerces de détail entièrement dédiés à la consommation. C'est ainsi qu'a émergé le tout premier centre commercial français, Anglos, près de Lille, inauguré en mars 1969. Peu de temps après, Cap 3000 à Nice a suivi le mouvement. Pourquoi presque tous les grands centres commerciaux d'Île-de-France finissent par 2? Le premier centre commercial a porté le chiffre 2 et l'Élysée 2. Pour autant, l'Élysée 1 a bel et bien existé. Il s'agissait d'une résidence luxueuse. Mais 3 ans après sa construction, l'Élysée 2 voit le jour et il s'accompagne d'un centre commercial imaginé par Robert de Balkany. Nous sommes alors en 1963 et Élysée 2 est le premier centre commercial d'une grande lignée portant le chiffre 2. Suite à la construction de ce centre commercial, d'autres n'ont pas tardé à voir le jour. Paris 2, qui est une abréviation entre Marly et Paris, est inauguré le 4 novembre 1969 en Île-de-France. Mais depuis les années 1960, d'autres grands centres commerciaux en France ont été construits. Quel est le plus grand centre commercial de France? Avec ses 161 000 mètres carrés, le centre commercial Westville-Lapardieu est le plus grand centre commercial de France. Il accueille environ 29 millions de visiteurs par an, mais les grands centres commerciaux de Paris et de la région parisienne n'ont rien à lui envier. En effet, le centre commercial Les 4 Temps à Puteaux est le plus grand d'Île-de-France. Créteil-Soleil fait aussi partie des plus grands centres commerciaux de France avec ses 135 000 mètres carrés et ses 270 magasins. En plein cœur du paysage urbain parisien, le Forum des Halles est également connu pour son innovation architecturale en plus de sa superficie. Enfin, dans le Val-de-Marne, Belle-Épine est le 3e plus grand centre commercial de France, devant Val d'Europe. Ensuite, pourquoi tire-t-on à pile ou face? Tirer à pile ou face est une expression qu'on emploie lorsque l'on souhaite laisser le hasard choisir à sa place. Mais d'où vient cette expression et pourquoi cette pratique est-elle utilisée? Le jeu de pile ou face est un jeu de hasard. Pour y jouer, rien de plus simple. Il suffit de lancer une pièce de monnaie en l'air et de parier sur le côté qui va apparaître lorsqu'elle retombe au creux de la main ou au sol. La face, c'est le côté de la pièce qui fait référence au portrait, souvent de profil, alors que le côté pile montre la valeur numéraire de la monnaie.
les plus fainéants au choix, il existe même une machine électronique à tirer à pile ou face, inventée par Roland Moreno et appelée Matapov. Toutefois, on peut se demander quelle est l'origine de cette pratique et quelle est sa fiabilité. Quelle est l'origine de l'expression tirer à pile ou face? Si les premières traces de ce jeu de hasard datent de l'Empire romain, l'expression tirer à pile ou face remonte, elle, au Moyen-Âge. Cependant, à cette époque, elle existait sous une autre forme. En effet, le clergé avait aboli une tradition qui existait depuis l'Antiquité. Le portrait présent sur la pièce avait été remplacé par une croix, symbole de l'Église. C'est pourquoi on tirait non pas à pile ou face, mais à pile ou croix, où la pile était une sorte de colonne. Le retour du portrait sur les pièces a eu lieu avec Henri II, mais l'expression a continué à être utilisée jusqu'au XIXe siècle. On la trouve encore dans les écrits de Blaise Pascal ou dans le Père Goriot de Honoré de Balzac. Quelles sont les chances de gagner à pile ou face? Certains affirment que les chances de gagner sont de 50-50. Mais est-ce vrai? En réalité, jouer à pile ou face et penser que l'on a une chance sur deux de gagner classe cette expression parmi celles contredites par la science. Car force est de constater que la parité ne fonctionne pas. D'ailleurs, de nombreux mathématiciens l'ont démontré via les lois de probabilité. Parmi ces démonstrations, la variable aléatoire de la loi de Bernoulli, la courbe de Gauss ou le théorème de Moivre-Laplace. Toutes démontrent que d'infimes aspérités, des stries usées, un courant d'air ou la manière de lancer peuvent changer la donne. Le résultat du jeu de pile ou face semble donc bien aléatoire. Alors, pourquoi lance-t-on la pièce malgré tout? À quelle occasion peut-on tirer à pile ou face? Ce jeu basé sur le hasard permet de s'en remettre au hasard, car d'après l'adage, le hasard fait bien les choses. On peut y jouer pour prendre des décisions importantes et ne pas rater le coche, ou dans le domaine sportif. Je crois que je l'ai pas vu. Vous l'avez vu? Oui. Eh oui, ça fait 25 minutes que je parle. Ainsi, il peut aider à choisir une équipe ou à désigner un vainqueur. Ce fut le cas de Marin Goldberger, vainqueur par pile ou face au championnat de 1936 lors d'un match de ping-pong. Idem pour le FC Zurich en 1933 lors de la finale entre deux équipes de Galatasaray. Dans le film américain Scarface de Howard Hawks, on se souvient aussi du gangster Kino Rinaldo, interprété par George Raft, qui lance la pièce en toute occasion. Reste à savoir s'il est bien raisonnable de confier son destin au jeu de pile ou face. Et pour terminer, alors un petit vrai ou faux pour terminer cette petite vidéo. Vrai ou faux? Découvrez 7 faits surprenants sur le bâillement. On ne le commande pas, on s'en préoccupe peu. Parfois, il peut même nous embarrasser. Ce réflexe universel que nous partageons avec la plupart des animaux, oui, les chiens, mérite que l'on s'y intéresse
d'un peu plus près. Impossible d'y échapper. En lisant cet article, il y a de fortes chances que vous bâillez. Et je pense aussi qu'il y a de fortes chances que vous bâillez quand je me suis mise à bâiller. Dites-le en commentaire. Mais ce réflexe ancestral qui nous fait ouvrir grand la bouche en inspirant profondément est-il vraiment lié au manque de sommeil? Pas si sûr. Car derrière ce geste aussi banal que contagieux se cache un fascinant puzzle biologique. Le bâillement observé chez le fœtus dès la 12e semaine de gestation n'oxygène pas le cerveau, comme on l'a longtemps cru, mais participerait à sa thermorégulation. Il est aussi émotionnel, digestif, voire pathologique dans certains cas. Et saviez-vous que les girafes, elles, ne bâillent pas? Entre idées reçues et découvertes neurologiques étonnantes, voici 7 vérités, parfois contre-intuitives, pour enfin comprendre pourquoi nous bâillons autant. 1. Bâiller permet de se réveiller. Plutôt faux. Ouvrir la bouche en inspirant et profondément ne réveille pas à proprement parler, mais permet de stimuler notre vigilance. Selon Olivier Walunsinski, médecin généraliste en Eure-et-Loire et auteur de Bâillement et pendiculation, éthologie, neurophysiologie, pathologie, il existe 3 types de bâillement. Le premier lié au rythme sommeil-éveil, le deuxième lié à la faim, ainsi qu'à la digestion, et le troisième est dit émotionnel. Ce dernier peut se produire chez les animaux comme les singes en captivité qui l'utilisent pour rester alerte et éviter les conflits. Dans tous les cas, les bâillements ont un dénominateur commun, la température cérébrale. Lorsque celle-ci augmente, ce mouvement de la mâchoire permet de rafraîchir le cerveau en augmentant subitement la pression artérielle selon le site d'information fréquence médicale. 2. Bâiller oxygène le cerveau. Faux. Contrairement à une idée reçue datant du XVIIIe siècle, le bâillement n'oxygène pas notre matière grise. À cette époque, le médecin hollandais Johannes de Gorter pensait qu'il augmentait la circulation sanguine cérébrale. Mais comme l'explique le docteur Olivier Walunsinski, l'inspiration profonde ralentit temporairement le retour du sang vers le cœur, ce qui augmente la pression dans certaines veines et favorise la circulation du liquide céphalo-rachidien autour du cerveau. 3. On bâille déjà in utero. Vrai. Grâce à l'échographie en 4D, les scientifiques ont pu observer des mouvements buccaux s'apparentant à des bâillements chez le fœtus, et ce dès la 12e semaine de vie, d'après les travaux menés par la chercheuse britannique Nadja Resland de l'université de Durham au Royaume-Uni et paru dans la revue PLOS ONE en 2012. Ce phénomène survient davantage autour de 24 semaines de grossesse. Si dans ce cas précis, l'étirement musculaire ne comprend évidemment pas d'inspiration d'air, il contribue à réguler le flux sanguin dans le cerveau, en plus de jouer un rôle dans la maturation des neurones impliqués dans le mouvement. Une étape clé du développement cérébral. 4. Les animaux aussi bâillent. Vrai. Tous les vertébrés se décrochent la mâchoire, à l'exception de la girafe. En raison de sa morphologie particulière et de son cycle de sommeil extrêmement court, 2 heures par jour, la géante de la savane ne fait pas partie des bâilleurs. Pour les autres animaux,
d'une étude réalisée en 2021 et publiée dans Communication Biology, des scientifiques ont observé 1291 bâillements chez 55 espèces de mammifères et 46 espèces d'oiseaux. Ils ont ainsi remarqué que leur durée semblait corrélée à la taille et au nombre de neurones de l'individu. En somme, plus on est malin, plus on bâille. 5. Le bâillement est contagieux. Vrai et faux. On dit souvent qu'un bon bâilleur entraîne dans son sillage 7 autres personnes. 7. Mais est-ce fondé? Certains évoquent le rôle des neurones miroirs, des cellules du cerveau qui s'activent lorsqu'on effectue une action simple ou que l'on regarde quelqu'un faire quelque chose, ce qui permet notamment l'apprentissage. Mais les chercheurs restent perplexes, et ce principe de contagion est difficile à établir en laboratoire. Il pourrait dépendre de divers paramètres tels que la fatigue, la chaleur ambiante ou notre capacité à l'empathie. Selon une étude réalisée en 2015 par une équipe de l'université américaine Baylor, les individus psychopathes seraient ainsi moins à même de bâiller en retour. 6. Le bâillement peut être pathologique. Vrai. Un adulte en bonne santé bâille en moyenne entre 5 et 10 fois par jour, soit environ 250 000 fois au cours d'une vie. Ce réflexe naturel est plus fréquent durant les premières années de notre existence, puis diminue avec l'âge. Dans certains cas, il peut signaler une pathologie, comme le souligne le docteur Olivier Walunzinski. Une salve de 15 bâillements résulte parfois d'effets secondaires de médicaments antidépresseurs, un phénomène souvent ignoré des médecins. Aux États-Unis, le bâillement est même inclus dans l'échelle mesurant le degré de coma, car il peut être associé à des atteintes au niveau du cervelet et du tronc cérébral. Il peut aussi être lié à des migraines, ou des troubles digestifs. Il me semble pas bâiller plus que tout le monde, mais je ne sais pas. J'ai jamais fait attention. Si des bâillements trop fréquents surviennent, il est donc conseillé de consulter. Et enfin, pour terminer, 7. Mettre la main devant sa bouche quand on bâille date du Moyen-Âge. Eh bien, c'est vrai. Si dans l'Antiquité, Aristote et Hippocrate décrivaient le bâillement comme une action naturelle, celui-ci était vu de notre œil à l'époque médiévale. Selon certaines croyances chrétiennes, musulmanes et hindoues, se laisser aller à cette contraction de la mâchoire sans approcher la main de son visage était interpellé comme une ouverture aux forces du mal. L'âme pouvait en effet s'échapper ou les démons profitaient pour s'introduire dans le corps de l'individu. Au fil des siècles, la superstition religieuse a disparu et ce geste est devenu une marque de politesse. Et voilà les amis, c'est tout pour moi pour cette longue vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, endormi et détendu, relaxé, enrichi. En tout cas, moi, j'ai encore appris des tonnes de choses. Mercredi, on commence doucement les vidéos d'Halloween. On commence doucement les vidéos d'Halloween. On y va en douceur et après à partir donc là on est quoi? Là on est vendredi, la vidéo sort dimanche, donc pour vous on est dimanche. Mercredi on commence et à partir
du 26 jusqu'au 31, vous aurez une vidéo par jour jusqu'à Halloween. Je vais voir si je fais aussi jusqu'au 1er novembre la Toussaint. Sur Halloween, les contes, je sais plus moi, ce que je me suis noté, je vais pas vous spoiler non plus. Tout ce qui est maison hantée, l'histoire d'Halloween, Dia de los Muertos et tout ça, je ne vous en dis pas plus. Voilà, donc dès dimanche prochain du 26 au 31 ou au 1er, je vais voir, vous aurez une vidéo par jour pour Halloween, pour la semaine d'Halloween. C'est pour ça que là, pour les vidéos de dimanche et mercredi, j'essaye de m'y prendre avant. Comme ça me laisse beaucoup de temps pour faire toute ma préparation pour les vidéos. Donc 26, 27, 28, 29, 30, 31. Mais 7 vidéos pour 7-8 vidéos pour la semaine d'Halloween. Voilà. Je vous fais un petit spoil, mais un petit avertissement, voilà ce qui va se passer dans les prochains jours. Les amis, je vous laisse ici. Je vous fais de très gros bisous. Prenez soin de vous, buvez de l'eau, soyez prudents. En tout cas, moi je vous souhaite tout le bonheur du monde. Je vous laisse ici, je vous aime très fort. Merci pour tout, merci pour les nouveaux abonnés, merci pour les likes, merci pour les commentaires. Je mets des petits cœurs. Merci pour tout, merci de votre présence, de votre bienveillance, de vos encouragements, merci des échanges que j'ai avec vous, avec certains. Si vous voulez qu'on échange, n'hésitez pas. Nuage sur Instagram, nuage ASMR. N'hésitez pas si vous voulez me donner des idées de vidéos que vous voulez voir sur la chaîne ou je sais pas, n'hésitez pas, je communique. J'adore discuter avec vous, mes abonnés. Je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à mercredi. Voilà, oui, parce que je me suis donné dimanche et mercredi 21h30 comme vidéo, comme planning de vidéo. Je trouve que c'est bien. Et puis la semaine d'Halloween, voilà. Et après, il y aura aussi la semaine de Noël. Bon, on n'y est pas encore. Allez, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très vite. Et puis, d'ici là, portez-vous bien. Mangez bien. Buvez beaucoup d'eau. Soyez heureux. Et puis, voilà. Et puis, ça traîne. Et puis... Allez, les amis, je vous fais de gros bisous.